L'un, premier président de l'ancienne Gold Coast, devenu l'actuel Ghana. L'autre, premier président de la République du Togo. Tous les deux, héros des indépendances, mais adversaires acharnés pendant près de 20 ans. Même si l'ancien Togo britannique et le sort des évêques séparaient les deux grands hommes, Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio étaient tous deux habités par la flamme panafricaniste. Itinéraire croisé de deux personnalités aussi singulières qu'elles furent opposées dans l'ascension et l'exercice du pouvoir politique sous le soleil des indépendances. Quel rôle joua la France et la Grande-Bretagne, les deux puissances tutélaires, dans le duel qui opposa Kwame Nkrumah à Sylvanus Olympio de la fin des années 40 au début des années 60? Pour lever le voile sur ces pages peu relatées, voire ignorées de l'historiographie contemporaine, nous recevons Foli Gada Ekoué, universitaire et historien. Il est l'auteur de Questions d'État, Sylvanus Olympio, au cœur des relations franco-togolaises, un pavé de 428 pages, paru le 23 septembre dernier. Merci à vous, cher Foli Ekoué, docteur en histoire, d'avoir accepté notre invitation et de participer à Crise et Identité. Merci à vous, Radjoul, pour m'avoir invité. Alors, pour aller directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui opposait ces deux figures centrales de la lutte pour les indépendances, pour Kwame Nkrumah, l'ancien président, le premier président du Ghana, panafricaniste de la première heure, à Sylvanus Olympio? Merci. Je dirais qu'il y avait deux questions fondamentales qui opposaient les deux hommes. On peut résumer. La première question, c'est la réunification des Évés. C'est le problème Évé. Vous savez que les Évés sont un peuple qui était distribué entre le Dahomey, le Togo et le Ghana. Donc, le Ghana aujourd'hui, le Ghana. Mais en fait, il y avait la Gold Coast et ensuite le Togo britannique. Donc, Olympio a été à la tête d'un mouvement qui voulait réunifier tout ce peuple Évé. Sa seconde question, c'est la politique expansionniste panafricaine de Osadjefo, de Nkrumah. Bon, Olympio était aussi porteur d'une idéologie de l'unité. Il faut préciser, il ne parlait pas de panafricanisme. Lui, il employait plutôt le concept de l'unité de l'Afrique. Nkrumah parlait plutôt de panafricanisme. Donc, Olympio... Alors, quelle est la nuance entre ces deux formes de panafricanisme, si on peut... On peut le dire ainsi. En fait, le concept de panafricanisme avait une longue histoire avant les indépendances. Donc, c'est un concept qui est né dans les Caraïbes, dans les îles, en Amérique. Nkrumah et Olympio ont connu ce concept en Europe. Donc, Olympio s'est détaché carrément parce que le panafricanisme était clivant et était conflictuel de par ses ramifications. Et il n'y avait pas de consensus sur le contenu du concept. Par contre, Olympio avait choisi tout simplement le terme d'unité de l'Afrique, parlant de l'unité technique et politique, en deux phases distinctes. Donc il était beaucoup plus, à mon avis, il était beaucoup plus pragmatique dans sa définition de l'unité. Le panafricanisme, jusqu'à aujourd'hui, contient des milliers de courants qui ne trouvent pas de points communs. Il y a plusieurs types de panafricains, de panafricanisme. Aujourd'hui, ça devient... D'autres même ont parlé de négritude dans le panafricanisme. On parle de afrocentrisme, on parle de afrocentricity. Il y a tellement de courants qu'on n'arrive pas ensuite à implémenter au plan politique. Mais Nkrumah était le fils du courant panafricaniste de l'Occident, venu des Caraïbes. Alors, le conflit qui opposait les deux hommes, c'était un conflit, on va dire, de personnes, une querelle d'ego, un conflit diplomatique entre le Togo et le Ghana, ou est-ce que nous avons frisé la guerre, l'affrontement militaire? Il y a un peu de tous ces différents aspects. Il y a d'abord eu un conflit d'ordre purement politique, avec la question irrédentiste, la réunification des évêques. Ensuite, ce conflit devient un problème d'orme, puisque Nkrumah a été invité par Olympio à Lomé. Quand il était là, ils ont parlé. Au retour, selon l'historien Feu Agbobli, oui, Nkrumah disait dans le véhicule, « This man must be removed ». Il répétait, il rabâchait, il faut que cet homme, on l'enlève.
Donc la rencontre qu'il a eue avec Olympio a confirmé un peu ces élans répulsifs qu'il avait vis-à-vis de l'homme, dû à la question éveillée. Mais après, c'est devenu une question beaucoup plus internationaliste, puisque ce conflit a créé ensuite des regroupements au niveau africain. Nkrumah a été au cœur d'un ensemble d'États avec les amis de l'Afrique du Nord. Et Olympio s'est retrouvé du côté de l'Afrique, de beaucoup de pays de l'Afrique noire, fondamentalement, c'est ceux qu'ils appelaient les modérés. Et il y avait une confrontation. Donc, c'est un peu de tout ce que vous venez de dire. Peut-être on pourra rentrer dans le détail pour comprendre pourquoi. Parce qu'ils étaient des amis. Hein. Nkrumah venait à Lomé pour rencontrer Olympio. Bon, et vice-versa. Et vice-versa. Olympio, il a beaucoup fait le Ghana également, Sylvanus. Justement. Ils ont 3 ans de différence. Et anglophone, totalement. Totalement comme Nkrumah, ils se comprenaient bien. Et le conflit, la première, en fait, le début du conflit, c'était cette question que Amenoume a appelé, a dénommé le plus secret document que les Anglais, avec Nkrumah, avaient élaboré dans le cadre du parti CPP pour l'annexion du Togo. C'est-à-dire du Togo britannique, ce qui a été fait en plus du Togo français? Bien sûr, pas seulement du Togo britannique, du Togo langue allemand. Du Togo langue allemand. Donc le plan, en fait, le plan initial était que les Anglais récupérassent la partie britannique du Togo, du Togoland, et que les Français récupérassent plutôt la partie française. Bon, les Olympios, avec tout le mouvement, ont résisté au niveau français contre la tentative française. Alors que dans le Ghana, les Anglais étant très subtils, de grands manipulateurs, ils ont réussi à englober administrativement d'abord le Togo britannique et ensuite politiquement à travers ce fameux référendum truqué qui a été organisé en 1956. On viendra sur tous ces aspects en détail. Mais est-ce qu'on peut nous résumer un petit peu ce qui explique l'échec, par exemple, du nationalisme panévé? Qu'est-ce qui explique l'échec de ce mouvement irrédentiste? Bon, il y a une grande erreur que les tenants de ce mouvement ont commise. C'est le fait de n'avoir pas clarifié leur approche vis-à-vis des populations qui sont, on appelle les populations nordiques. Il y a eu une ambiguïté sur ce qu'ils pensaient de cette partie du Togo, puisque les Évés, comme je l'avais dit, se distribuent au sud dans la zone méridionale. Dahomey, Togo, Togo britannique, Ghana. Il parlait donc de cette réunification des Évés, ne disant rien de ce qui devait advenir des populations du Nord. Les peuples Évés n'étaient pas une entité homogène. Justement. Bien, il y avait ce slogan de éveillé et assimilé. Donc tout ce qui, tout en ne parlant pas réellement l'éveil, mais pouvait se comprendre à travers des variantes de cette langue-là, on les avait englobés dans le même contenant. Mais à part ça, en fait, je tiens à dire qu'il y avait une ambiguïté. Parce qu'à un certain moment donné, dans le culte, il y avait les chefs du Nord, le comité de l'unité togolaise. Les chefs du Nord étaient présents dans le culte. Aussi bien avant la politisation de ce mouvement qu'après. Puisqu'il y a toujours eu des représentants du Nord. D'ailleurs, les différents panels de concertation que les Anglais et les Français avaient créés par rapport à la question du Togo depuis 1955, dans ces panels-là, il y avait toujours des représentants de culte. Et Olympio et les autres avaient exigé que les 2 représentants, je parle précisément de la commission permanente, la deuxième, fussent du Nord. Et c'est les Anglais, du côté du Ghana, qui disaient que cette question concerne les Évés, on ne veut pas d'autres ethnies dans la commission permanente. Et les lettres sont là. Donc, il y avait une ambiguïté. À part cela, il y a le Ghana, c'est-à-dire le docteur Nkrumah, qui ne pouvait pas accepter que le Ghana ne finisse pas, ne devienne pas un pays indépendant avec le Togo britannique. S'il vous plaît, les 35% des ressources d'exportation de la Gold Coast provenaient, sous l'administration anglaise, provenaient de la petite 33 000 km² du Togo britannique.
Donc on ne peut pas, en accédant à l'indépendance, détacher, c'est un poids budgétaire, le détacher du Ghana en donnant toutes ces mines et ces ressources au Togo. Et le projet a été élaboré depuis Londres, avec certains petits amendements que les Ghanéens eux-mêmes y ont introduits. Mais heureusement, je dois dire heureusement, que les amis du Togoland Congress Togoland de Antor, avaient des espions dans le bureau de la CPP et c'est eux qui ont découvert le document et l'ont exfiltré jusqu'au Togo français. Et c'est à partir de là que l'Olympio, avec sa clique, a dit ben, écoutez, Nkrumah vient ici pour prendre le pouvoir et veut détruire le projet, notre projet pan-évéiste. À partir de là, le conflit était devenu plutôt ouvert. Hein? Et un dernier aspect qui est important, c'est le référendum de 56. Et ce référendum, excusez-moi, qui a donné le coup de grâce au projet de réunification du Togo. Parce qu'il ne s'agit plus, en 56, de réunification des évêques, mais de réunification des deux Togos. Les Anglais, vous savez très bien, ils ont tripatouillé les résultats. Il y avait eu une interprétation très intéressée des résultats, où des votes de populations qui ne sont pas concernées ont pesé, ce qui est antidémocratique, mais ça a été avalisé, corroboré par les experts, par le Conseil de tutelle des Nations Unies. C'est ainsi qu'on a donné le Togo britannique à Nkrumah. C'est le terme que les indépendantistes togolais employaient. On a donné le Togo britannique à Nkrumah. Voilà. Alors, il faut souligner que dans cette période-là, le combat que menait Sylvanus Olympio est un combat à la vie et à la mort pour son Togo. Parce que, comme vous l'expliquez si bien, la France avait la tentation de faire une OPA hostile sur le territoire du Togo français et de l'incorporer au Dahomey. Et de l'autre côté, les Britanniques caressaient exactement le même rêve. En fait, c'est ça le paradoxe. Et peut-être c'est le grand mérite qu'on doit reconnaître à Olympio. N'eût été leur ténacité, le Togo n'existerait pas. Parce que le Togo était destiné à disparaître. Parce que de l'autre côté, la France également préparait des stratégies pour incorporer le Togo. Bien sûr. On pense par exemple aux élections jumelées de 46. De 46. Mais bien avant 46, il y a eu la Olympio a fait boycotter massivement par les électeurs togolais. Effectivement. Mais il y a eu la grande révolte de 1933, organisée par les jeunes du Togo Bund, dont vous connaissez très bien la ferveur. Le mouvement pro-allemand. Qui cherchait à réunifier. Les déshérités de la colonisation allemande qui a été boutée hors du Togo en 1918. Oui. Grâce à un accord. Un retour de l'Allemagne. Voilà. Carrément, puisque leur symbole était le symbole nazi. Hein, c'est le grand Agboka, lui qui conduisait ce mouvement. Donc il y avait cette révolte de 1933 où les Togolais avaient maté les Français, en d'autres termes. Bon, la France a fait venir des tirailleurs du Dahomey pour mettre sous ordre ceux qui ont commis ce décès. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, que les grands responsables du Bund ont dû partir en exil. Ils sont allés au Ghana, les Anglais également les ont repris, parce que ni l'Angleterre ni la France ne voulaient de l'Allemagne ici. Donc c'est comme ça qu'ils ont été internés dans des camps où beaucoup peut-être ont perdu la vie et certains ont pu s'évader. Mais le fait qui est important, c'est qu'à partir de 1933, c'est-à-dire après cette révolte-là, la France a décidé, Manu Militari, d'incorporer le Togo administrativement au Dahomey. Ils ont réussi, hein, parce que de 1933 jusqu'à 1945, le Togo avait une administration mixte, conjointe, avec le Dahomey. Et c'est après 1945, lorsqu'ils ont signé l'accord de tutelle, où on dit clairement que les territoires, les ex-territoires sous mandat, devenus territoires sous tutelle, ont maintenant la possibilité de s'émanciper progressivement vers une indépendance politique. N'eût été la création de l'ONU, le Togo aurait fini, justement. Et je me souviens d'un épisode important qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est qu'en 1944, il y a eu la grande conférence coloniale française à Brazzaville. Le haut commissaire du Togo, M. Jean Noutari, était aussi à Brazzaville pour représenter le territoire. Il revint de Brazzaville demandant aux Togolais, c'est-à-dire au CUT, puisque le CUT était, à l'époque,
une association le créée. Cercle des Amitiés Voilà, Françaises. le Cercle des Amitiés Françaises. Le fameux CAF, qui avait été créé pour damer le pion aux Allemands, au Bund. Voilà. Donc, durant cette réunion dont nous avons le procès verbal, Jean Outari demandait au conseil de notables, écoutez, nous allons tout faire pour implémenter les décisions prises. On lui dit, écoutez, nous sommes le Togo, nous sommes un territoire sous tutelle, nous ne sommes pas une colonie. Et nous ne pouvons pas être intégrés dans aucun autre territoire, ni à gauche ni à droite. Et d'ailleurs, nous voulons que les Français apprennent à parler. Bon, pour faire rire, mais c'est ce qui a été dit. Et pour finir, c'est ça même c'est cet épisode-là qui traduit ce singularisme du Togo et cette résistance à l'existence. Puisque même avec Nkrumah, quand Nkrumah était venu à Lomé, Nkrumah avait dit carrément à Olympio que je désirerais que le Togo et le Ghana se fondent et que le Togo devienne la 7e région du Ghana. Nkrumah et Olympio dit non, c'est très prématuré. Puisque le Togo a lutté pour exister. Il n'y avait aucun intérêt à se fondre dans une unité où il n'y a aucune garantie de souveraineté. C'est-à-dire, c'était l'époque de la fondation de la souveraineté. C'était en fait le courant contingent. Alors, nous sommes à la veille des indépendances. Il y a deux courants qui s'affrontent. Les fédéralistes, partisans de l'indépendance en bloc, par exemple en Afrique occidentale, cette idée reposait sur le fait que l'Afrique occidentale française, l'AOF, prenasse son indépendance en bloc. Contre l'autre doctrine qui est celle des balkanisateurs, si on peut le formuler ainsi, qui était partisan d'une indépendance des petits États et partisan de la constitution de petits États-nations. Je pense par exemple à une phrase du premier président ivoirien Houphouët-Boigny qui disait que la Côte d'Ivoire n'est pas la vache laitière de l'Afrique. Donc, dans cet affrontement-là, comment se comporte Olympio et que fait le Ghana? D'abord, il est important de préciser que ces deux grandes fédérations, l'AOF et l'AEF, étaient administrées d'une façon centralisée. Depuis Dakar pour l'AOF. Oui, et depuis Brazzaville pour l'AEF. Pour l'AEF. Afrique équatoriale française. Voilà. Donc les Français avaient une façon un peu bizarre d'administration directe. D'administration directe. Mais au plan économique, ils avaient créé des pôles dans des différentes... Par exemple, au Sénégal, vous aviez des industries de transformation du coton. Et à Dakar, particulièrement, vous avez tout le complexe d'éducation de toute la fédération. Donc, les grandes écoles étaient à Dakar. Et on exploitait de l'or au Mali, on exploitait de l'arachide et des tomates au Burkina. C'est ainsi qu'aucune de ces colonies n'avait, dans ses frontières, tous les éléments d'administration indépendante d'un territoire. Ça fait que les gens se sont dit, mais on va à l'indépendance. C'est mieux d'aller à l'indépendance en tant que bloc pour que nous puissions exploiter ces structures-là que le colon a déjà installées. Tirer le meilleur profit de toutes ces structures-là. Les uns des autres pour être plus forts. Pour être plus forts. Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, n'en voulait pas. Ils ont envoyé des émissaires au Togo. Bon, bien évidemment, pas de l'AEF, mais de l'AOF. Il y avait plusieurs courants. Modibo Keïta, Senghor et le Mali qui se sont fondus en temps dans une fédération. Dans une fédération. C'est vrai, ils ont rencontré les responsables du culte qui leur ont dit que le Togo ne fait pas partie, n'est pas une colonie. Le même refrain. Et que les courants... Le particularisme de Olympio. Les courants socialistes, tous ces courants marxisants, vous savez que le marxisme n'a jamais pu prendre pied au Togo. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de poche marxiste ici. On leur a dit, bon, vous fédérez sur la base d'idéologies qui sont exogènes à l'Afrique. Restez dans vos coins. Nous, c'est le Togo. Nous demeurons togolais. Et c'était le refrain.
à un certain moment donné où vous retrouvez devant, vous avez l'impression que c'est des petits-enfants à qui on a inculqué des phrases qu'il faut répéter. Mais c'était comme ça en fait. Donc, aucune de ces fédérations n'a pu avoir influence ici. Les Togolais demeuraient partis. Il y avait des envoyés qui allaient rencontrer les tenants des différents courants à Dakar, mais ils ont tout fait pour tenir le Togo, pour garder le Togo en dehors de tout ce qui se faisait dans les colonies et dans ces regroupements. Le Ghana est un territoire anglophone au cœur de tous ces territoires francophones. C'est pour cela que le Ghana également, dans le pôle anglophone, était un pays particulier. Effectivement. Et c'est peut-être à cause de ce particularisme ghanéen qu'il n'y avait pas tellement d'entente avec le Togo. Puisque le Togo aussi incarnait un nouveau courant. Deux électrons libres. Justement, deux électrons libres. Justement, vous savez que dans les archives, les Français, les diplomates français disaient on ne peut pas laisser le Togo libre, tout seul libre comme ça, à côté d'un Ghana plus ou moins libre, avec des idées révolutionnaires marxisantes. Donc, le Ghana et le Togo, il faut le dire, étaient des pays très différents et très particuliers qui ont essayé de rester aux marges de tout ce qui se passait dans les colonies françaises et dans les colonies anglophones, tout en précisant que le Ghana était une colonie anglaise, avec la particularité de la zone britannique qui était en fait un territoire sous tutelle. Alors, on va marquer une petite pause pour une édition du journal sur notre chaîne New World Info. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie de Crise et Identité.